conférencier aujourd'hui, c'est le professeur Jacques Broquin. Et je tiens à te remercier, Jacques. Merci bien d'avoir accepté l'invitation pour intervenir dans le cadre de Support International. Et le professeur Jacques Broquin est professeur à l'université de Lille. Et moi, j'aimerais plutôt résumer en quelques mots ce qu'il a pu faire, à mon avis. À chaque fois que je pense à Jacques, je vois en lui l'inventeur de la théroutine. Donc la conférence d'aujourd'hui porte énormément sur cette molécule qui est en phase très avancée sur le plan clinique et à ma connaissance, ce sera le médicament antipaludique de demain. Professeur. Manawa. Bien, je vous remercie d'être venus si nombreux, c'est incroyable, il n'y a même pas cette place dans cette salle. Alors je vais vous présenter donc une conférence sur la carotine, donc notre nouvelle antipaludique, et en fait je ne vais pas focaliser sur un aspect du problème, c'est-à-dire que je vais vous présenter des aspects historiques, des aspects humains, des aspects scientifiques, pharmacologiques, etc. Alors tout d'abord un petit point historique. Bon, je suis donc professeur émérite maintenant à l'Université Sciences et Technologies de Lille, une vieille université, c'est pas ça le plus important, c'est que quand l'université a été créée, il n'y avait bien sûr pas de faculté des sciences, et qu'au milieu du 19e siècle, la nécessité de créer une faculté des sciences s'était sentir. La personne qui a été à l'origine donc de la création de la faculté des sciences de l'université de Lille, c'est Louis Pasteur. Il en a été le premier doyen, et au milieu il y a une quarantaine d'années, l'université de Lille étant devenue trop importante, il y a plus de 100 000 étudiants, on a coupé l'université en plusieurs parties, et la faculté des sciences est devenue l'université des sciences et technologies de Lille. Donc il faut savoir que notre père fondateur, c'est Louis Pasteur. Ça vaut quand même la peine d'être souligné. On est très fiers de cette chose. Dans le bureau du président, il y a la loupe binoculaire avec laquelle Pasteur a séparé les fameux cristaux de tartrate. Donc aujourd'hui, nous allons parler plus précisément d'une stratégie innovante, utilisation d'un composé organométallique dans la lutte contre le paludisme, synthèse et pharmacologie de la ferrotine. Donc nous allons aborder un certain nombre d'aspects. Alors je vous demande déjà pardon pour les erreurs que je pourrais faire. Je ne suis qu'un stupide chimiste. Peut-être vais-je dire des choses pas très catholiques sur la biologie, mais je parle sous votre contrôle. S'il y a un problème, n'hésitez pas. Alors, comment découvre-t-on un nouveau médicament? J'avais prévu de faire une présentation générale sur les systèmes de chimie combinatoire, de chimiothèque, etc. Bon, c'est de la culture générale, je pense que vous pourrez trouver ça à peu près partout sur Internet. Du fait qu'on a eu une publication acceptée la semaine dernière, j'ai remplacé cette partie un petit peu bateau par des résultats très solides, vous allez voir, et très nouveaux, qui viendront à la fin. La partie développement des médicaments sera quand même prise en compte également. Alors le paludisme, bon, je ne pense pas que je dois insister sur cet aspect des choses ici, juste quand même, un des principaux problèmes, c'est l'accroissement de la chimiorésistance. En Afrique, c'est contre la chloroquine, en Asie, contre la méfluvite. Alors, quels sont les facteurs qui font que le paludisme, la malaria, revient donc sur l'avancée? Donc, le problème de résistance, on vient d'en parler, la résistance également du vecteur, les problèmes politiques, guerre civile, ce qui va donc désorganiser tous les organismes de santé. Le changement climatique,
le réchauffement va très vraisemblablement faire revenir le paludisme en Europe. Les voyageurs, un voyageur voyage avec son plasmodium, bien sûr. L'accroissement de la population qui favorise le fait qu'un moustique puisse piquer une personne invalidée plus une autre, et la quasi-absence de nouvelles drogues. Alors je vais peut-être commencer à faire une petite, vous allez voir, c'est très bien, faire une petite parenthèse. Le budget global investi par l'ensemble des firmes pharmaceutiques contre les maladies tropicales est inférieur au budget de ces mêmes compagnies attribuées pour trouver un remède à la calvitie. C'est authentique et j'ai un peu honte, mais c'est la triste réalité. Évidemment, le problème du paludisme, c'est un problème économique aussi. Alors le cycle, bon, là je ne ferai pas l'injure de détailler ce cycle. Alors pour faire plaisir à ma collègue, j'ai mis le plus terrible animal au monde. Le tueur, ce n'est pas le lion, ce n'est pas le crocodile, ce n'est pas le requin. L'animal le plus dangereux au monde, c'est bien sûr la meurtrière. Alors, pourquoi est-ce que moi qui suis chimiste, au départ, j'ai un jour eu l'idée, eu l'envie de m'intéresser au paludisme? Tout ça, c'est une affaire d'amitié. Tout se fait par les hommes. J'ai travaillé pendant 10 ans avec mon collègue et ami, Jacques Le Bibi, gabonais. Quand il est retourné en Afrique, on s'est dit qu'on allait travailler sur quelque chose d'utile pour l'Afrique. Et j'ai eu une terrible expérience en allant le voir, c'est que j'ai eu entre mes bras sa petite fille, Jamila, qui avait 3 ans, et elle était en train de mourir du paludisme. Donc, son père a réussi à trouver une poche de Kimimas et elle est maintenant étudiante à Paris. Mais j'ai gardé jusqu'au fond de moi-même cette émotion. Donc, nous avons décidé de travailler sur le paludisme. Mais nous étions totalement ignares. Nous n'étions que des chimistes. Alors, on a abordé le problème d'une façon qui a été jugée un petit peu simpliste, un petit peu pas sérieuse par des collègues biologistes. Mais heureusement qu'ils ne l'ont pas dit à l'époque. Parce qu'à l'époque, on n'aurait pas osé se lancer. Et comme on était naïf, on a osé. Donc, on s'est posé le problème de la façon suivante. Quand on a un objectif, le plus important, c'est de taper au centre de la cible. Donc, si on a un médicament qui a une cible, au lieu qu'il soit réparti statistiquement dans tout le corps, si on pouvait le faire arriver sur sa cible, c'est gagné. La cible, c'est le plasmodium. Donc, l'idée, c'était de faire arriver la molécule sur le plasmodium. Voilà l'idée que nous avons faite. Et le plasmodium falciparum a un point vulnérable qui est qu'il a absolument besoin de fer pour son développement intra-érythrocytaire. Il y a des expériences qui ont été faites de iron starvation, c'est-à-dire que si on essaye de faire se développer le plasmodium en l'absence de fer, il meurt. Donc, notre idée, tout à fait naïve, c'était de dire nous allons associer un poison avec un appât. Et l'appât sera bien sûr le fer. Et le poison, eh bien, c'est un poison qui a fait ses preuves pendant 40 ans, même si il est en perte de vitesse, c'est la chloroquine. Voilà notre idée. Donc, on a continué à avancer sur cette idée. Et on a un problème quand même tout à fait particulier,
qui est le problème de la séparation des ions. Le fer, c'est un métal, bien sûr, et il ne faut pas qu'il se sépare du poison. L'appât ne doit pas se séparer du poison. Ceci est une assiette de soupe. La soupe n'a pas bon goût, on met du sel dedans. Quand le sel tombe dans la soupe, il y a des ions Na+, des ions Cl-, et on sépare les ions, ce qui est tout à fait préjudiciable à notre stratégie. Comment éviter la séparation des ions? Eh bien, nous avons utilisé la chimie organométallique. Alors en fait, si vous voulez, j'aborde le problème de deux façons, celle-ci, et puis on va l'aborder d'une autre façon, et vous allez voir que les deux vont se rassembler, focaliser sur la solution. Donc, la chimie organométallique, c'est une chimie qui associe un métal et une molécule organique. Et nous avons pris comme modèle, pour le faire, ce qu'on appelle une molécule sandwich, le ferrocène. Alors c'est vraiment une molécule sandwich, c'est vraiment une couche de cyclopentadiényle, un atome de fer, une couche de cyclopentadiényle. C'est vraiment un sandwich. Hein? Alors, ça paraît un peu bizarre, mais c'est stable thermiquement jusqu'à 400 degrés. Il n'y a pas beaucoup de molécules organiques qui peuvent présenter les mêmes performances. Hein? C'est parfaitement stable en milieu aqueux. Acide, basique, milieu oxydant, on en discutera tout à l'heure. En fait, en chimie, en argot de laboratoire, on dit que c'est un caillou. C'est une pierre, tellement c'est solide. Alors, d'autre part, je prends la deuxième approche du problème. Qu'est-ce que nous faisions, le professeur Lebibi et moi, à Lille? On faisait de la catalyse homogène asymétrique. Alors, la problématique est la suivante. On a ici une cétone. On va faire un peu de chimie quand même. Une cétone avec deux substituants différents, de l'hydrogène, un catalyseur, par exemple nickel Raney. Vous savez que c'est ici la molécule est plane, donc l'hydrogène peut arriver d'un côté, 50% de probabilité, il peut arriver de l'autre côté, 50% de probabilité. Et ça, donc, ça va donner 50%, 50%, c'est statistique, et on a ici deux énantiomères. Donc, un mélange racémique, puisqu'ils sont en proportion 50-50. Alors, il faut savoir que environ la moitié des molécules qui sont des médicaments présentent un centre de chiralité. Premier point. Deuxième